Une troisième vidéo pour parler un peu du réseau de collecte. Alors je vous rappelle que les abonnés sont connectés à une box. Donc par exemple ici, ils ont un téléphone. Et puis via la paire de cuivre, ou si c'est de la DSL, ou éventuellement de la fibre si c'est du FTTH, ils accèdent à un équipement qui s'appelle un DSLAM si c'est de la DSL, ou un OLT si j'ai un accès FTTH. C'est le réseau d'accès dont on a parlé. Et suite à ça, il faut collecter tout le trafic qui provient des DSLAM pour le ramener à premier routeur IP là, qui est le BNG. Voilà, on a déjà parlé de cette session PPP moins TP entre le BNG et la box. Alors, ce réseau de collecte, on sait que c'est un réseau, en gros, un MAN, c'est-à-dire un réseau métropolitain, voire régional. Et historiquement, c'était un réseau ATM, c'est-à-dire que les points de commutation, ceux que j'ai représentés par des ronds noirs là, étaient des commutateurs ATM. Ces commutateurs ATM commutent sur la base d'un identifiant de circuit virtuel. En fait, j'avais un identifiant de circuit virtuel par abonné. Sur le réseau de collecte, je répète, j'avais un identifiant de circuit virtuel par abonné. L'intérêt, c'était de pouvoir déjà isoler les flux des abonnés, isolation, puisqu'il n'y a pas de notion de domaine de diffusion. Des flux ou des trafics des abonnés. Et puis deuxième avantage, pouvoir éventuellement faire de la QoS parce que on a en ATM cette notion de classe de service. On peut associer à un circuit virtuel une classe de service qui peut être du best effort ou alors au contraire garantir par exemple un certain délai, une certaine bande passante, etc. Alors comment étaient attribués ces circuits virtuels? Si vous voulez, dans un première approche, on pourrait penser que si je mettons ici mon abonné numéro 1, mon numéro 2, puis mon numéro 3, mon numéro 4, mon numéro 5, etc. On pourrait penser qu'on va provisionner les points de commutation avec tous ces identifiants de circuits virtuels pour réussir à faire la commutation. Donc par exemple, pour des cellules ATM entrantes, avec l'identifiant entrant au niveau de ce point de commutation avec l'identifiant numéro circuit virtuel numéro 4, il faudrait par exemple commuter par là, et puis ici commuter par là, etc. L'inconvénient de ça, c'est que vous savez que dans le réseau de collecte, je vais avoir probablement de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'abonnés. Ça fait des tables de commutation gigantesques au niveau de chaque commutateur ATM. Donc, c'est pas très pratique. Et le truc, en fait, c'est que tous les abonnés d'un DSLAM, donc pour reprendre l'exemple de ce DSLAM-là, tous les abonnés, le 1, le 2, le 3 et le 4, en fait, sur le réseau de collecte, c'est exactement la même commutation. Ils vont du même DSLAM au même BNG. La différence se fait simplement au niveau du DSLAM. D'où l'idée d'avoir deux identifiants en fait dans le circuit virtuel. Et c'est là la notion de, vous savez, par exemple, quand on mettait 0,33 en numéro de circuit virtuel, alors là c'était pour le coup entre DSLAM et Box, mais c'est parce qu'on avait un identifiant de chemin virtuel, le VPI, c'est Virtual Path Identifier. Et au sein de ce chemin, on pouvait avoir un identifiant de circuit virtuel, Virtual Circuit Identifier. Et donc, si vous avez bien suivi, l'idée, en fait, c'est que le VPI, le premier identifiant, va être le même pour tous les abonnés du DSLAM au sein du réseau de collecte, en fait.
Et c'est sur la base de ce numéro-là, en fait, que la commutation va être faite. Donc, par exemple, tous les abonnés de ce Deslam-là dont on parle auront comme VPI 0, et puis tous les abonnés d'un autre Deslam auront 1, auront 2, auront 3, etc. Et puis dans le troisième auront 2, et puis 3, et ainsi de suite. Voilà, donc l'idée, c'était encore une fois que le VPI au sein du réseau de collecte identifie le Deslam, et le VCI va identifier l'abonné pour le Deslam en question. Sur la boucle locale, en fait, donc ici, là, par contre, tous les abonnés, que ce soit ceux de ce Deslam ou d'un autre Deslam, ont exactement les mêmes identifiants. Donc pour nous, 033 pour tout le monde. Ça permet d'avoir des box qui soient configurées exactement de la même façon quand elles sont livrées au client. C'est seulement à la sortie du Deslam, si vous voulez, que le VPI VCI sont modifiés, en fait. Donc là, typiquement ce Deslam-là, quand il y a des cellules ATM entrantes ici, il ne va pas se baser sur pour le coup, lui, sur le VPI VCI, il va se baser sur le port ADSL d'entrée pour savoir comment est-ce qu'il doit modifier les identifiants. Donc, par exemple, ici, ça sera 0,4, on va dire, parce que j'étais sur l'abonné 4 pour cet abonné-là. Et puis, si c'est les cellules qui proviennent de celui-là, il basculera le 0,33 en 0,3, ainsi de suite. Et puis là-bas, ça serait 1 quelque chose. Voilà, ça c'était le fonctionnement d'ATM. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, c'est plus un réseau de collecte ATM. Nous avons un réseau de collecte en Ethernet. Et donc, la question qui s'est posée, c'est comment avoir les mêmes avantages qu'avec ATM, autrement dit, cette isolation des flux des abonnés, puisque vous savez qu'en Ethernet, j'ai un domaine de broadcast pour tout le réseau Ethernet. Autrement dit, quelqu'un pourrait éventuellement au moins recevoir des paquets ARP qui sont plutôt destinés à quelqu'un d'autre, et éventuellement, il y aurait des failles. Et puis, on a aussi cette histoire de QoS qui, dans le contexte du double play, du triple play, est importante, puisque si on ne réserve pas une bande passante pour la téléphonie ou éventuellement la vidéo, en fait, ça ne marchera pas. Si des gens, il y a des dizaines de milliers d'abonnés là, ou centaines de milliers qui seront tous en train de télécharger, de jouer, etc. Et la téléphonie, du coup, ne marchera pas, la télé marchera mal, etc. Donc, la notion de QoS est aussi très importante. Donc, pour faire la même chose sur un réseau Ethernet, ce qu'on va utiliser, c'est des VLAN qui vont nous permettre d'avoir un comportement à peu près similaire. Alors, je vous rappelle que le VLAN, c'est une technologie, qui est utilisée beaucoup massivement dans les entreprises. Dans toutes les entreprises, on a des VLAN, et l'idée, c'est que sur un switch, je vais pouvoir, en ayant par exemple un VLAN numéro 1 et un VLAN numéro 2, faire une isolation logique, et les machines qui sont sur le VLAN numéro 1 pourront communiquer, mais celles qui sont sur le VLAN numéro 2 pourront communiquer entre elles, mais pas avec celles du VLAN 1. Donc ça, c'est le principe de la séparation en différents domaines, logiquement isolés. Ça, c'est pour un switch. Si maintenant j'ai un deuxième switch sur lequel je dois avoir les mêmes VLAN, donc le 1 et le 2, et je veux de même que la machine du VLAN 1 de ce switch-là ne puisse pas communiquer avec la machine du VLAN 2 de l'autre switch. Donc il faut que je connecte mes deux switches, et là, vous savez sans doute que quand par exemple cette machine va vouloir communiquer avec cette machine, pour que le switch, le second switch là, celui-ci sur lequel arrive la trame, sache que la machine émettrice fait partie du VLAN 1, on va avoir dans la trame Ethernet un champ qui a rajouté l'étiquette de VLAN qui va pouvoir indiquer que c'était le VLAN numéro 1, et donc le switch qui reçoit la trame va pouvoir vérifier
que le destinataire fait bien partie du VLAN 1 avant de lui transmettre, quoi. Là, on parle de port trunk. Les ports trunks, ce sont les ports qui connectent deux switches et sur lesquels on va avoir en général des étiquettes de VLAN pour identifier le VLAN des trames qui circulent sur ces ports-là. Les autres ports s'appelant des access ports, des ports d'accès. Et à ce moment-là, on n'a pas d'étiquette de VLAN. Si jamais il y a une trame non taguée qui arrive sur cette liaison-là, le switch va lui associer un certain VLAN, une sorte de VLAN par défaut qu'on appelle le native VLAN chez Cisco en tout cas. Et puis c'est pareil sur l'OLT, il y a cette notion de native VLAN. Sur le DSLAM, on parle de PVID. Alors, donc nous ici, ça sera, oui, ce sont finalement notre commutation, ça sera les switches. Donc là, il n'y a pas de machine a priori connectée sur ces switches-là, donc on a uniquement des ports trunks avec des étiquettes qui identifient les VLAN. Et la question, c'est comment j'attribue mes VLAN. Et donc il y a deux modèles principalement. D'abord le modèle 1.1 qui serait un petit peu l'équivalent de ce qu'on faisait avec les circuits virtuels. À ce moment-là, j'ai un VLAN par abonné. Donc, ça permet d'avoir une isolation complète des abonnés. Donc, c'est pratiquement l'idéal. Il y a deux problèmes avec ce modèle-là. Le premier problème, c'est que si on fait rien de particulier, et ben, un peu comme dans le cas des commutateurs ATM, je vais avoir des dizaines de milliers de VLAN à gérer dans chaque switch. Donc ça, c'est un premier problème. Et il y a un deuxième problème, qui est que de toute façon, même si on s'apprêtait à gérer des dizaines de milliers de VLAN, mettons, ça serait impossible dans la mesure où l'identifiant de VLAN tient sur 12 bits dans le tag de VLAN, et donc on a au maximum 4096 numéros de VLAN, sachant qu'on exclut le 0 et puis le dernier en général. Ça fait 4094 VLAN maximum. Donc l'idée, en fait, à ce moment-là, c'est de fonctionner exactement comme dans le modèle ATM, d'avoir deux numéros de VLAN, en fait. Donc exactement pareil, si vous voulez, je vais avoir deux numéros de VLAN. Alors mettons, je vais avoir le VLAN, je dis n'importe quoi, 0, 100. Et exactement comme en ATM, le premier numéro de VLAN, qu'on va appeler le SVLAN, S pour stacked, parce qu'il est rajouté dans un en-tête devant l'en-tête précédent, empilé. Donc le premier numéro de VLAN, je ne sais plus s'il est devant ou derrière, bon peu importe, le premier numéro de VLAN, et donc lui identifie le DSLAM, de la même manière que le VPI identifiait le DSLAM. Et puis le deuxième numéro de VLAN va identifier l'abonné au sein du DSLAM. Et on l'appelle le C pour Customer VLAN. Donc ça c'est le premier modèle 1.1. On parle aussi très couramment de Q-in-Q. Vous savez que cette étiquette de VLAN, c'est 802.1Q. C'est une parmi 3E 802.1Q. C'est .1, je crois. Et donc c'est Q-in-Q. Le modèle 1.1, on appelle ça Q-in-Q dans la mesure où on va avoir deux étiquettes de VLAN dans la trame. Voilà, donc là on règle le souci avec le Q-in-Q. Alors par contre, il faut des switches particuliers, ce sont des switches d'opérateurs pour savoir gérer le fait d'avoir ces deux étiquettes et utiliser toujours le SVLAN donc pour la commutation. Le deuxième modèle, qui est plus simple et qui est celui que moi je suggère d'utiliser en TP, c'est le modèle N1. À ce moment-là, N utilisateurs vont utiliser le même VLAN. En fait, tous les utilisateurs du réseau de collecte vont utiliser le même VLAN. Alors en fait, ils ne vont pas utiliser un seul VLAN, ils en utiliseront plutôt trois. Un pour la voix, un pour les datas, un pour la télé, ou éventuellement 4, un pour la vidéo, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est le modèle N1. Alors oui, alors j'ai pas dit, ce modèle-là s'appelle encore le VLAN, alors comment j'ai appelé ça, par
par client, je pense, ou par... ouais, et ça, c'est le VLAN par service. Par service, puisque, in fine, on va avoir 3 VLAN. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que il n'y a pas d'isolation. On peut faire de la QoS, donc ça c'est bon, puisqu'on va pouvoir prioriser ou réserver de la bande passante pour la voix, par exemple. L'inconvénient de ça, c'est que j'ai plus d'isolation entre mes abonnés qui font partie maintenant du même domaine de broadcast. En fait, pour régler ça, c'est au niveau des DSLAM, en fin de compte, qu'on a cette isolation qui est faite. C'est-à-dire que ouais, il y a des protocoles qui permettent au DSLAM de régler a priori ce problème. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. En pratique, sur les DSLAM, on peut cocher une petite croix qui dit isolation des usagers. Voilà, donc il y a bien un seul domaine de broadcast à ce niveau-là, là. Mais au niveau des DSLAM, là, par contre, c'est séparé. Peut-être juste un dernier point sur ce modèle qu'on va utiliser en TP, le N1. Disons que la façon de faire qui me paraît la plus facile à comprendre, c'est le cas où la box va déjà créer 2 VLAN en fait, un pour la voix par exemple et un pour le data, enfin 3 VLAN, donc pour nous ça sera 2 en TP, et donc va envoyer les trames qui contiennent déjà le tag de VLAN au DSLAM. À ce moment-là, le DSLAM, il va garder les tags quand il va faire suivre les trames, donc il n'y a pas de difficulté. Enfin, la configuration n'est pas forcément immédiate, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Dans la compréhension en tout cas. Une autre façon de faire, ça serait de dire que ici, sur la boucle locale, sur le lien entre box et DSLAM, là, j'ai pas encore de notion de VLAN. J'utilise 2 circuits virtuels différents ATM pour séparer les services, pour séparer les datas de la téléphonie. Et c'est le DSLAM à ce moment-là qui doit être capable de faire une correspondance entre un numéro de circuit virtuel et un numéro DSLAM. Il n'y aura plus d'ATM et de circuit virtuel sur la partie collecte. Il faut, au moment où on récupère les cellules ATM, ATM c'est la couche la plus basse, elle est vraiment juste au-dessus de la couche physique. Donc au moment où on vient récupérer les cellules ATM, être capable d'associer à l'identifiant qui est dans l'entête un numéro de VLAN qui sera ensuite utilisé sur le réseau de collecte. Donc il y a ces 2 stratégies qui sont possibles. Normalement, les 2 devraient fonctionner. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le réseau de collecte.